Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Ça y est, les finales de conférence sont bien lancées. À l'Est, Indiana mène 1-0 après le match fou au Madison. Et de l'autre côté, donc dans la conférence des Los Angeles Lakers, Oklahoma City Thunder domine outrageusement ceux qui ont éliminé les Lakers, les bourreaux des Lakers, à savoir le Minnesota Timberwolves. Et dans ces deux séries, il y a une tendance qui nous permet de réfléchir sur la construction du roster des Los Angeles Lakers. Et cette tendance, c'est le triomphe de la profondeur. Comment le banc, associé à la qualité du 5 de base, disons la complémentarité du banc, associé à la qualité régulière du 5 de base, font des candidats au titre. Et c'est ça que le front office des Lakers doit avoir comme élément d'analyse afin de construire le meilleur roster possible avec un banc conséquent. C'est de cela qu'on va parler dans cette émission. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 À l'heure où on tourne cette vidéo, il y a une tendance qui s'est dégagée, parmi tant d'autres. Mais cette tendance a attiré mon attention. Parce que pour moi, c'est exactement le contraire de la philosophie affichée par J.J. Redick. Et cette tendance, c'est l'utilisation de la profondeur comme un atout lors des playoffs. Qu'est-ce qu'on a vu? Pour l'instant, au moment où on tourne cette vidéo, OKC mène 2-0 et Indiana a créé la surprise sur le terrain de New York. Et force est de constater que ces deux équipes qui sont en tête pour l'instant des deux demi-finales, eh bien ces deux équipes ont une philosophie commune. C'est l'utilisation pendant la saison régulière d'un effectif large, d'un effectif conçu par l'assemblage des joueurs d'une part, mais aussi par l'utilisation pendant la saison régulière, afin de les préparer aux playoffs. Indiana a toujours utilisé beaucoup de joueurs. Il valorise son banc, il valorise sa profondeur. La même chose avec OKC. Et on commence à voir cette tendance se généraliser par la force des choses. Et la force des choses, c'est que les playoffs sont intenses. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais cette tendance a commencé avec les Golden State Warriors, dès le début de la série, face à Houston. On voyait dans l'équipe de Steve Kerr des mecs sortir du banc pour apporter quelque chose. Et Steve Kerr n'hésitait pas à puiser dans la profondeur de son banc pour aller chercher des solutions. On voyait avec les Warriors l'utilisation en playoff de 12 mecs. Ça, c'est peu commun pour un coach d'expérience. C'est curieux de voir l'utilisation de 12 joueurs dès le premier tour. Indiana tourne plus ou moins à 11 joueurs. C'est énorme. OKC, c'est plus 10 joueurs. Et on commence à voir New York. New York qui était la caricature pour moi de la surutilisation du 5 de base. Eh bien, New York commence à injecter du McBride, du Mitchell. On sent cette équipe de New York fatiguée. Ça commence à tirer la langue. On commence à chercher des solutions ailleurs. On a vu la montée également de Cameron Payne. Même Thibodeau, qui est un coach conservateur, il se trouve obligé d'aller chercher au fond de son banc pour contrecarrer justement la stratégie d'Indiana qui consiste à toujours pousser le tempo. Ce fameux advance ball qui pousse New York à être systématiquement sous les rotules. Que tu marques, que tu rates, peu importe ce qui se passe en attaque, dès que Indiana reçoit la balle, ça fuse. Et New York doit s'ajuster. C'est donc le triomphe de la profondeur. Il n'y a que Minnesota qui tourne à 8 joueurs. Parce que si j'ai bien calculé, il y a 4 joueurs de New York qui sortent du banc.
3 de manière régulière et 4 lorsqu'il le faut vraiment. Quand il y a des problèmes de faute, par exemple. C'est là que Ashura peut rentrer dans le jeu. Et donc, il n'y a que Minnesota qui reste avec une rotation de 8 joueurs. Avec en sortie de banc, DiVincenzo, Alexander Walker et Naz Reid. Ce n'est pas assez. Vous savez le bien que ça fait quand vous pouvez compter sur un mec qui va rentrer juste pour te faire souffler. Et c'est ça toute la subtilité de la question du banc. Parce qu'au fond, Indiana et OKC ont préparé leurs joueurs tout au cours de la saison à prendre des responsabilités, à faire des choix, à faire des erreurs, à corriger ces erreurs, à se préparer donc. Parce que la NBA est exigeante. Et donc ça met les coachs face à un paradoxe. Plus on avance dans la saison, dans les playoffs, plus on va chercher au fond du banc des mecs qui peuvent soulager les stars, les joueurs de rotation, les joueurs de rôle. Et ça me permet de faire une réflexion sur la différence entre la NBA d'aujourd'hui et la NBA d'hier. Certains partent du principe que la NBA était plus dure avant. Moi, je pense pas. Je pense que la NBA est plus dure maintenant. La NBA était plus brutale avant. C'est pas pareil. Mais elle est plus dure aujourd'hui. Physiquement, elle est plus dure. Ne serait-ce que la qualité des joueurs qui s'affrontent tous les soirs. Ce sont des athlètes de mieux en mieux préparés, plus rapides, plus bondissants, plus forts, plus physiques. Ne serait-ce que la nature du jeu. C'est un jeu en mouvement, avec des flare screens qui paralysent les défenseurs. Avant, les attaquants ne punissaient pas physiquement les défenseurs. Aujourd'hui, via les écrans, oui. Ne serait-ce que le drive and kick. C'est quelque chose qui met à rude épreuve les articulations. Le drive and kick met à rude épreuve les appuis. C'est pour ça que les blessures aujourd'hui sont extrêmement graves. Beaucoup de blessures qui sont des blessures qui mettent fin à la saison. Je ne dis pas qu'avant, il n'y avait pas ces blessures. Mais aujourd'hui, il y a une répétition d'un jeu extrêmement physique, dans le sens où ça demande beaucoup de mouvements, beaucoup d'action-réaction. On s'arrête, on repart. Aujourd'hui, le jeu des appuis est un jeu en soi, est une stratégie en soi. Donc la NBA aujourd'hui, pour moi, est plus dure qu'elle l'a été avant. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous reposer pendant le match. Systématiquement, vous êtes en train de courir, chasser des shooters et vous êtes bloqué dans des écrans. Il faut contourner, les appuis s'arrêtent et on repart. Nous sommes aujourd'hui dans ces playoffs, dans le triomphe de la profondeur, imposé par l'exigence des matchs et l'intensité de ceux-ci. Et si je dis tout ça, c'est parce que je mets tout ça en perspective. J'analyse ça à la lumière de ce qu'ont fait les Lakers cette saison. Parce qu'il faut bien comprendre la philosophie de JJ Redick. Dès le début, JJ nous dit « Je vais avoir une rotation de 9 joueurs ». Ça, il l'a dit le premier jour, le jour du Media Day. Moi, je pense que cette déclaration est une déclaration qui freine plutôt qu'une déclaration qui incite une prise de confiance. Systématiquement, pendant la saison, il a fait comprendre à son banc qu'il n'est pas assez bon. C'est difficile de tirer le meilleur de quelqu'un quand tu pars du principe qu'il n'est pas assez bon. Et on l'a vu lors des playoffs, des mecs comme Goodwin, qu'on avait senti assez intéressant, dans un bel élan, qui apportait certaines choses concrètes, arrivé au playoff, il a dit, ces mecs-là, en fait, ce qu'ils apportaient, c'est pas important. En tout cas, j'ai pas confiance en eux pour qu'ils l'apportent de manière consistante. Il va faire la même chose avec Gabe Vincent. Gabe Vincent va perdre son basket. Déjà qu'il a eu du mal à récupérer ses qualités, les qualités de Miami, qui en avait fait un starter dans une équipe qui va en finale NBA. On a perdu cet apport-là. Et alors, le comble, c'est ce fameux 4e match où, en deuxième mi-temps, il n'a fait confiance qu'à 5 joueurs. Et ça, pour moi, ça va à l'encontre de la philosophie du succès que l'on voit avec OKC d'un côté et Indiana de l'autre. Autrement dit, il faut une revalorisation du banc, de chaque élément du banc. Et pour que cette valorisation ait un sens, il faut que ce banc soit bien construit. C'est de cela qu'on va parler dans la suite. Pour être pédagogique et pour être méthodique dans mon analyse,
je vais utiliser un élément de comparaison. Et je vais utiliser un élément qu'on connaît tous, c'est les Lakers de 2020. Le banc des Lakers de 2020, qui ont gagné le titre dans la bulle d'Orlando. Et de là, je vais en tirer 4 facteurs recherchés, 4 exigences d'un banc. La première exigence, sachant que on a des problèmes de ressources, on a des problèmes d'assets, ce ne sera pas facile de construire un banc. Mais quand on construit le banc, il faut avoir, à mon sens, 4 exigences en tête. La première, c'est que ce banc doit être un élément de changement et de surprise. Il faut que ce banc surprenne l'adversaire. Il faut un changement de scénario dans chaque élément du banc qu'on va injecter dans le match. Et si je compare avec notre indice de comparaison qui est les Lakers de 2020, dans la bulle notamment, quand on fait rentrer par exemple un Rajon Rondo, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le match à son compte, il va contrôler le jeu. Donc, dans la première unité, rappelons un peu quelle était la première unité, c'est-à-dire le 5 de base des Lakers, dans la bulle. Eh bien, c'est KCP, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis et Dwight Howard. On va dire que c'était le 5 de base, surtout à partir de la série contre Denver. Dans cette équipe, vous n'avez pas vraiment un ball handler à part LeBron James. Donc, c'était LeBron qui avait la balle en main. Et quand vous faites un changement, vous injectez du Rondo, vous changez la dynamique de l'équipe. Rondo peut prendre les choses en main, il peut contrôler le tempo, il peut prendre les bonnes décisions et LeBron devient un élément de surprise pour la défense. Il devient un screener, il devient quelqu'un qui va se retrouver dans le short roll, il devient quelqu'un qui va jouer loin du ballon. Donc ça apporte un changement de scénario dans l'équipe. Et puis, Markieff Morris, quand il rentrait en jeu, parce que rappelez-vous, en playoff, on n'a plus vu Javel McGee. C'était Markieff Morris qui rentrait. Et quand il rentrait, là encore, il changeait la dynamique. Ça permettait aux Lakers de jouer différemment. Donc maintenant, vous avez un stretch 5. Donc il y a un changement de scénario. Dès que le banc entre en jeu, une partie du banc entre en jeu, il faut une surprise pour la défense adverse. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut de la compétence basketballistique. Il faut du QI basket. Il faut des mecs qui savent jouer au basket. Je ne dis pas que ça doit être des mecs qui sont à leur prime, qui sont des joueurs starters dans leur équipe. Non. On peut construire un banc avec des mecs qui savent jouer au basket, qui sont peut-être à relancer, pas à lancer, mais à relancer. C'est pas pareil. Quand tu veux lancer quelqu'un, ça marche ou ça marche pas. Quand tu veux relancer quelqu'un, parce que soit cette personne n'a plus eu du temps de jeu dans son équipe précédente, soit parce qu'il sort de blessure, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer. Mais c'est quelqu'un qui, intrinsèquement, on sait qu'il sait jouer au basket. Quand tu fais rentrer Rondo dans la bulle d'Orlando, il a déjà 35 ans, mais il sait jouer au basket. Il est là pour un salaire minimum, mais il sait jouer au basket. Tu fais rentrer Markieff Morris, il sait jouer au basket. Il n'est plus ce qu'il était quand il était à Phoenix ou ailleurs, mais c'est un basketteur. C'est pas comme si tu vas lancer du Alex Len en te disant « Ah, peut-être que ça va marcher » ou du Cam Reddish « Ah oui, mais peut-être que ça va marcher ». Il faut de la compétence même du banc. C'est pour ça que dans la manière de construire le banc, il est important d'aller chercher le bon joueur. Ça, on va en parler après. Troisième compétence, il faut ce qu'on appelle un micro-ondes, microwave, instant offense. Dès que le mec il rentre en jeu, il faut qu'il puisse inscrire des paniers. Il faut, dans les éléments qui rentrent en jeu, quelqu'un qui va mettre de la pression sur la défense. Il ne faut pas que, à ce moment-là, la défense se dise « Ah, ok, elle a fait ses changements, alors on va pouvoir se relaxer. » Non. Il faut un équilibre de telle sorte que un mec qui va sortir du banc doit tout de suite porter des coups à la défense. C'est ce qu'on avait avec KCP quand il rentrait dans les matchs des Lakers en 2020, avant le Covid. Kyle Kuzma, il apportait également ça. Je peux faire une comparaison avec une équipe
qui a gagné 2 titres NBA. Ce sont les Détroits de 1989-1990. Ils avaient un mec qui justement rentrait en jeu, qui s'appelait Vinnie Johnson. On l'appelait The Microwave. Parce que dès qu'il arrivait, il mettait la pression sur la défense. Il faut cette troisième compétence. Et puis la dernière exigence, c'est une exigence d'énergie. Il faut faire entrer quelqu'un, un ou deux mecs, qui va ou qui vont apporter de l'énergie. Il ne faut pas que l'énergie de l'équipe tombe dès qu'on a fait les changements. Et c'est pour ça que, même si tu as peu de moyens, tu peux avoir quelqu'un dans le style de Vanderbilt. C'est pas son cas, hein. Il a un gros contrat, mais tu peux avoir un mec comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas toujours penser qu'il nous faut beaucoup d'argent pour construire ça. Il faut juste bien choisir. Et donc, il faut injecter de l'énergie. Ce sont pour moi les 4 grandes exigences de la construction d'un banc. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais il me semble que celles-là sont absolument fondamentales. Mais maintenant, compte tenu de notre présence dans le premier épreuve, compte tenu du fait qu'on a 2 superstars super bien payés et une 3e star qu'on va devoir prolonger, il y a évidemment des contraintes financières. Comment construire ce banc malgré les ressources limitées? Ça va être l'objet de la prochaine section. Malgré le manque de ressources, on peut construire un banc compétent en gardant en tête les exigences dont on vient de parler. Et puis, pour moi, il y a 4 moyens d'arriver à la construction de ce banc de manière cohérente et de manière compétente. Le premier moyen, c'est via la draft. Cette saison, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'assets à ce niveau-là. Le pick 55, on en a parlé. Mais je vous dis, et vous le savez, les Lakers peuvent toujours aller chercher un autre pick, acheter un pick, prendre un futur pick et le transformer en 1 ou 2 picks. Parce que cette saison, la draft de cette année est une draft profonde. On peut trouver des mecs de rotation même à la fin de cette draft. Par contre, il faut avoir le bon mindset quand on va choisir. On va pas choisir un mec de 19 ans. Plutôt choisir un mec de 21 ans, 22, 23 ans. Un mec qui a fait 2, 3 ou 4 ans à l'université. Qui a appris son métier de basketteur. Qui est ce qu'on pourrait appeler quelqu'un qui est NBA ready. Qui n'a pas le ceiling, le plafond de progression tellement élevé, mais qui peut contribuer en faisant peu d'erreurs. C'est possible dans cette draft d'aller chercher ça. Mais pas seulement. Au moment de la free agency également. Il faut utiliser les talents de Rob Pelinka. Parce que Rob Pelinka, c'est un ancien agent de joueurs. C'est quelqu'un qui connaît le circuit des joueurs. Il a représenté Iguodala, Kobe Bryant, Buddy Hield. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. Donc, il faut qu'il utilise ses talents de négociateur, parce que c'est quelqu'un qui a négocié des gros contrats pour ses clients, qui sait négocier. Il faut qu'il vende la ville des LA à certains mecs qui savent jouer au basket, mais qui n'ont pas forcément un rôle ces 2 dernières années dans la NBA. Il y a des mecs qu'on peut aller chercher en leur disant, voilà, vous venez à LA, on a un projet intéressant, vous pouvez vous relancer et peut-être viser un dernier gros contrat ailleurs, dans 1 ou 2 ans. C'est ce qu'il a fait avec Malik Monk, par exemple. Il faut utiliser ces qualités-là. Vendre LA comme un projet d'avenir, un projet où certains mecs peuvent gagner un titre. C'est comme ça que vous arrivez à avoir des mecs de qualité, mais au salaire minimum. Très important. Parce que Rob Pelinka est un joueur du banc. C'est un joueur du banc parce que il est agent de joueur, il est dans les coulisses, il parle aux propriétaires, il parle au GM, et puis il est devenu GM lui-même. Mais à la base, aussi, faut pas l'oublier, c'était le 6e homme, et je le répète, du fameux 5-5 de Michigan, l'équipe magique avec les 5 freshmen qui ont dominé la NCAA, mais qui n'ont pas gagné. On va pas revenir sur l'histoire des Fab Five, mais certains oublient que Rob Pelinka était dans cette équipe-là. Shooter en sortie de banc, 2 années de suite. Donc c'est quelqu'un qui connaît la dynamique du banc, qui peut vendre ça à certains de ses free agents. Il ne faut pas l'oublier. Le 3e moyen, ce sont les trades. Quand vous faites un trade, il ne faut pas penser qu'à l'élément principal du trade. Il faut penser à tout ce qu'on appelle les throw-ins, c'est-à-dire
des assets qu'on va ajouter dans le trade, soit pour que le salaire match, soit parce que certaines équipes veulent se débarrasser de certains salaires. Et c'est là qu'on peut aller chercher le joueur qu'il faut. Le petit meneur de Chicago qui ne joue pas parce qu'il y a devant lui 2 autres meneurs. Le petit 3&D qui a beaucoup de potentiel, qui lorsqu'il joue montre des choses, mais qui ne joue pas beaucoup parce que devant lui, il y a des small forwards qui sont beaucoup plus forts. Le pivot, selon tel ou tel profil qui peut être intéressant, ben on va l'inclure dans le deal. Il faut construire en fonction de ses besoins. Il faut, même au moment de négocier les trades, penser aux besoins fondamentaux. Et quels sont ces besoins fondamentaux des Lakers? Rotation sur le poste 5, 1 ou 2 3&D et quelqu'un sur la ligne arrière qui contrôle et qui défend. On peut faire ça. Ça, c'est le troisième moyen. Après les trades, après la free agency, après la draft, il y a quand même un quatrième élément. Il faut que Rob Pelinka soit attentif aux équipes qui risquent de balancer dans le deuxième éperon. Pourquoi? Parce que ces équipes-là vont faire attention à leur masse salariale. Ils vont peut-être mettre certains joueurs auxquels on ne pense même pas. Ils vont peut-être les mettre sur le marché. Il faut le savoir. Il faut mettre une petite croix sur toutes ces équipes qui soit sont déjà dans le deuxième éperon ou sont vers le deuxième éperon. Parce que vous savez qu'ils vont prolonger quelqu'un. C'est d'ailleurs le cas des Lakers aussi. Vous savez qu'ils vont prolonger quelqu'un. Donc forcément, ils vont basculer s'ils ne dégraissent pas. Et c'est là que vous arrivez, vous pouvez cueillir certains fruits très intéressants. Ce n'est pas facile de construire un banc de qualité, mais même avec peu de moyens, il y a moyen d'y arriver. C'est à Pelinka de faire son boulot.